Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de Mage Knight Ultimate Edition. Un nouveau scénario pour cette 4e saison déjà. Et oui, ça passe vite même si nous prenons un fort plaisir à parcourir les aventures de nos chers Mage Knight. D'ailleurs, je vais commencer par notre Mage Knight qui va nous accompagner pour cette aventure. Il s'agit de Aritea. Ah oui, Aritea, une des plus grandes Mage Knight, des plus puissantes Mage Knight, voilà, qui va nous faire cette 4e saison. Et cette 4e saison, eh bien, on va aborder un scénario qui est la relique perdue. Alors, rien à voir avec des aventures d'Indiana Jones, rassurez-vous. Néanmoins, ça va être une certaine relique qu'il va falloir recomposer, puisqu'elle a été fragmentée. Je vais vous en lire d'ailleurs l'histoire. Alors peut-être que vous avez pu remarquer qu'ici, mis à part la colonne de mana qui a été faite ici, ce n'est pas ça, c'est effectivement que les offres n'ont pas été révélées, ni d'ailleurs la partie du royaume qui aurait dû être révélée en début de partie. Et là, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi vous allez remarquer autre chose, c'est que notre Aritea commence au niveau 3, donc elle dispose déjà de 2 jetons de commandement. Et de 2, dans ce scénario, nous allons le découvrir ensemble. Ce scénario va introduire une variante qui va être d'ailleurs très intéressante pour de nouveaux joueurs. Et on va découvrir tout ça ensemble suite à la lecture de ces règles spécifiques de la relique perdue. Alors, le principe, relativement basique, rassembler tous les fragments d'une ancienne relique disséminés dans les ruines des vieilles cités. Ah, des ruines de vieilles cités. Ça veut dire que globalement, dans ce scénario, il n'y aura aucune cité de disponible et elles ne seront pas certainement vides, mais contiendront des morceaux de reliques et ces morceaux de reliques ne seront également certainement pas seuls. Alors, il y a bien longtemps, pour des raisons aujourd'hui inconnues, une ancienne relique fut brisée et ses fragments répartis entre les cités avoisinantes. Le Conseil veut récupérer ces fragments afin d'étudier les secrets qui le renferment. Mais ne vous y trompez pas, votre tâche ne sera pas simple. En effet, il semblerait que les draconiens soient également très intéressés par ce pouvoir. Aïe aïe, draconiens. Des sales bêtes. Alors, vous avez peut-être aperçu également la relique perdue, la durée. Eh bien oui, nous ne disposons que de 2 manches, un jour et une nuit. Et d'ailleurs, c'est une aventure très agréable à jouer, même si elle est courte. Ça n'enlève en rien son côté épique, bien entendu, puisque ça va augmenter également la difficulté. Néanmoins, une règle spéciale additionnelle, des règles spéciales additionnelles. Donc chaque joueur déjà commencera la partie au niveau 3. C'est pour ça que nous disposons déjà de 2 points de commandement. Et en plus, donc, nous allons avoir des règles de départ à haut niveau, qui est une variante du jeu, qui est proposée parmi la multitude de variantes déjà proposées par le jeu. Et alors je ne vous dis pas toutes les variantes qui ont été créées par nos chers joueurs et joueuses de Mage Knight. Voilà, à l'imagination débordante. Donc voilà, énormément de variantes bien entendu, toujours cet aspect bac à sable dans ces aventures Mage Knight. Et puis donc nous commencerons la partie avec 9 points de gloire, donc je vais déjà matérialiser sur la piste de gloire. Voilà. Et puis bon voilà, dès qu'on atteindra un nouveau niveau, nous gagnerons un point de gloire supplémentaire. Et puis nous gagnerons également un point de gloire à chaque fois que nous révélerons une nouvelle tuile au royaume. Donc les campagnes, non, ça ne va pas s'ajouter en point de gloire, mais en revanche les royaumes, si. Et si ce royaume contient une cité en ruine, eh bien nous gagnerons un point de gloire supplémentaire. Voilà. Et donc cette fameuse variante, dans une section spéciale variante, le départ à haut niveau. Alors comment on va procéder?
Cette règle est nécessaire au scénario de la relique perdue. Eh bien, c'est bien notre cas, mais elle peut être adaptée à d'autres scénarios ou pour donner aux nouveaux joueurs une longueur d'avance. Ce qui permettrait notamment à des nouveaux joueurs, notamment sur des gros scénarios, des conquêtes totales, voilà, ce type de gros scénario, même contre Volcar, qui serait peut-être un peu frileux d'aborder ce type de scénario, eh bien, ça leur permettrait d'avoir un bonus et déjà d'avoir, je dirais, un Mage Knight qui serait paré à toute épreuve avec des unités, des cartes d'action avancée dès le départ, des cristaux, etc. Donc voilà, c'est très intéressant pour se dire, voilà, le jeu est peut-être très difficile. Si je commence déjà avec une longueur d'avance, pourquoi pas, ça me permettrait au moins de peut-être de baisser le challenge, mais au moins de pouvoir vivre une aventure dans de bonnes conditions et puis découvrir le jeu également. Voilà. Ensuite, donc avant la mise en place de la partie, et notamment la création du royaume et la révélation des offres, hein, c'est pour ça que rien n'est révélé, en tout cas actuellement. Alors, comment on procède? Les joueurs créent leur personnage. Pour chaque niveau pair, donc ça a ce petit côté RPG, hein, justement, qui est très appréciable hein, sur ce départ au niveau. Chaque joueur pioche 2 compétences. On choisit une et place l'autre dans l'offre des compétences. Donc, si on commence au niveau 2 ou 3, on fait ça une fois. Et si on commence au niveau 4 ou 5, on le fait 2 fois. Voilà. Donc déjà, on va appliquer cette partie-là. Donc là, nous allons piocher 2 compétences. Et on va en choisir une. Hein, c'est le cas d'ailleurs, c'est tout à fait logique. Puisqu'ici, au niveau, lorsque nous avons 9 points de gloire, nous aurions dû, je dirais, déjà prendre une compétence. Voilà. Donc on va choisir nos compétences. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, deux choses. Alors, la première, chemin ténébreux. Donc une fois par tour, mouvement 1 le jour, mouvement 2 la nuit. Alors elle peut être extrêmement efficace, notamment sur 2 manches, puisque nous terminerons par la nuit, pour avoir du mouvement et nous déplacer bien plus rapidement. On va peut-être en avoir besoin d'ailleurs. Ou alors, attaque brûlante, une fois par tour, attaque de siège 1 ou attaque de siège de feu 1. Ouais. Oui, Aritea, de toute façon, c'est un Mage Knight très puissant. Vous voyez déjà du mouvement, de l'attaque de siège. Qu'est-ce qui pourrait nous être utile? Qu'est-ce qui pourrait nous être utile? Eh bien, je vous propose le mouvement. Voilà. Et puis en plus, à chaque tour, voilà, on gagnera du mouvement supplémentaire, ne serait-ce que pour faire 3 systématiquement. Celle-ci, bien entendu, aurait été extrêmement utile, mais elle va aller directement tout droit, je dirais, dans l'offre des compétences. Voilà. Alors d'ailleurs, il n'est pas précisé ici que le joueur fantôme ajouterait une de ses compétences. C'est juste chaque joueur. C'est vrai que le départ au niveau en joueur solo, là non, il ne précise pas particulièrement cette partie-là. Même si on intègre bien entendu hein, dans le scénario, hein, c'est bien indiqué, un joueur fantôme est intégré à la partie. Voilà. Néanmoins, si on veut être logique par rapport au jeu, disons qu'on va se pénaliser dans le sens où on ne pourra pas choisir une des compétences du joueur fantôme, mais elle pourrait être disponible, je dirais, à notre prochaine montée de niveau. Donc voilà, moi en tout cas je vous propose sur cette partie que nous révélons, comme d'habitude, une compétence du joueur fantôme. Voilà. Comme ça reste logique hein, par rapport à la montée de niveau et à la disponibilité de l'offre. Alors, celle-ci c'est marche en avant. Une fois par tour, générez mouvement 1 pour chacune de vos unités disponibles et non blessées. Maximum 3. Ah oui, d'accord. Bon, toujours hein, ce Neurobass. Voilà, il fonctionne avec ses unités, unités disponibles, non blessées. Allez, vous marchez et je vous suis, vous suivez mes pas.
et vous pousserez au plus loin possible, je dirais, pour découvrir le royaume. Donc ce cher Neurovas, encore une fois, nous offre des compétences très intéressantes. Donc voilà, nous avons fait donc, nos 2 compétences. Donc nous faisons qu'une fois, bien entendu. Ensuite, nous prenons les jetons commandement correspondant à votre niveau de départ. Donc c'est bien le cas. Hein. Niveau 3, 1, 2 jetons de commandant déjà disponibles. Ensuite, chaque joueur reçoit 2 cristaux choisis parmi les couleurs indiquées au bas de sa carte héros. Voilà. Donc encore quelque chose qui va nous faire justement faire, comment dirais-je, en fonction du Mage Knight que vous allez choisir, eh bien vous n'aurez pas les mêmes offres disponibles. Ici, on pourrait prendre soit 2 rouges, soit un rouge, un blanc. Si on aurait pris Neurovas, le choix était eh bien, entre du blanc et du vert. 2 blancs, un blanc, un vert. Donc voilà, ça aurait été voilà, une possibilité aussi je dirais, de changer systématiquement avec la même aventure et en changeant déjà le Mage Knight qui a des facettes extrêmement différentes d'un Mage Knight à un autre. Et puis là en plus, voilà, en démarrant avec départ au niveau, ça ajoute également cette variabilité. Alors, donc du rouge et du blanc, qu'est-ce qu'on peut choisir? Je dirais dans un premier temps, essayer d'avoir le maximum de cristaux de couleurs différentes hein, pour avoir le plus de possibilités. Donc nous allons prendre un rouge et un blanc. Voilà, pour démarrer. Ensuite, nous continuons. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc les 2 cristaux, c'est fait. Ensuite, chaque joueur pioche les cartes suivantes. Alors, on va piocher les actions avancées. Donc, c'est le niveau du héros plus 2. Donc déjà, action avancée, donc nous sommes au niveau 3, donc nous allons piocher. Voilà. Nous allons piocher 5, 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc nous avons nos 5 cartes. Nous les découvrirons après, bien entendu. Ensuite, unité régulière. On va révéler donc 4 unités régulières. Nous sommes au niveau 3, donc 3 plus 1, 4. Unité régulière. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Et donc nous allons découvrir également après. Ensuite, nous avons les sorts. C'est simplement le niveau du héros. Donc nous allons piocher 2 sorts. 3 sorts, pardon. Voilà. Donc les 3 sorts qui sont disponibles. Et enfin, qu'est-ce que nous avons? Artefacts. Et donc ça va être le niveau du héros -1. Donc nous allons piocher 2 artefacts. Une carte relativement rare, mais alors d'une puissance extraordinaire. Voilà. Et donc avec tout ça, eh bien, ça veut nous faire quelque part un marché. Hein, la constitution de notre Mage Knight qui va se quérir potentiellement de différentes cartes d'unité déjà, hein, avec son influence ou sa réputation qui est tout à fait noble en ce début d'aventure. Et donc qui permettrait voilà, de se quérir déjà de pouvoirs qui vont nous aider notamment pour parcourir ces 2 manches. Donc c'est très rapide. Mais néanmoins, il va falloir acquérir beaucoup de puissance très rapidement pour venir à bout certainement de draconiens qui pourraient protéger les fragments de reliques. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois que nous avons pioché tout ça, donc ça va être notre fameux marché. Donc déjà, chaque joueur peut prendre gratuitement une action avancée. Voilà, par niveau impair au-delà du premier niveau. Donc une au niveau 3, 2 au niveau 5. Hein, vous pouvez très bien faire varier le niveau de départ. Ici, on joue en mode classique, je dirais, par rapport au scénario. On aurait très bien pu démarrer au niveau 5, voire plus. Hein. Puis chaque joueur dispose de 6 points d'influence par niveau à dépenser pour acheter des cartes qu'il souhaite selon les coûts présentés ci-dessus. Donc ça veut dire que ici nous sommes au niveau 3, donc 3 x 6, 18, et donc nous allons avoir 18 points à dépenser.
18 points dépensés. Ici, le tableau nous indique quel est le coût d'influence par carte. Et donc, ça va être 6 points d'influence, 6 points, pardon, oui, c'est ça, puisque vous voyez, hein, ça se transforme en influence. Donc, 6 points d'influence par action avancée, le coût de l'influence pour l'unité, donc ça revient de manière très classique du jeu d'ailleurs, hein, on paye l'influence. Les sorts, c'est comme 9 points d'influence ou 7 et un cristal de la couleur correspondante. Et l'artefact, c'est 12 points. Pouf. Voilà. Et le cristal, hein, si on veut un cristal supplémentaire, ce qui n'est pas inintéressant également, c'est 3 points. Et donc il va falloir dépenser judicieusement, je dirais, nos 18 points d'influence pour démarrer cette partie. Alors c'est sûr, un artefact, hein, on va voir ce que nous avons dans la main, mais c'est 12 points, après il ne nous en reste plus que 3, plus que 6, pardon, donc soit 2 cristaux, soit une action avancée, et ça s'arrêterait là. Voire une unité, s'il y a une influence inférieure à 6. Néanmoins, s'il nous reste des points d'influence hein, qu'on n'aurait pas pu dépenser, on gagne un point de gloire. Voilà, quel que soit le nombre de points restants, s'il nous reste 1, 2, 3, voire plus de points d'influence, on gagnerait un point de gloire. En même temps, s'il nous en reste 3, hein, peut-être qu'un cristal serait plus avantageux qu'un point de gloire. Voilà, et puis une fois qu'on a terminé, on mélange toutes les cartes et on procède normalement à la fin de mise en place. Voilà, donc 18 points d'influence à dépenser. Alors, on va découvrir déjà les cartes d'action avancée. On peut en prendre une gratuitement, puis on pourra en acheter une, je dirais, pour 6 points d'influence. Alors, pouvoir des cristaux. Gagnez un cristal d'une couleur fondamentale que vous ne possédez pas déjà dans votre inventaire. C'est une carte bicolore. Et justement, en dépensant un mana vert ou bleu, eh bien, nous pourrons avoir du mouvement 4, du soin 2 ou piocher 2 cartes. Et pour chaque ensemble de 4 cristaux, alors là, il faudrait blinder le cristal. De cristaux, dans notre inventaire, on en a 2 pour l'instant. Et donc, pour 4 cristaux de couleurs différentes dans notre inventaire, c'est un mouvement 2, soin 1 ou piocher une carte. Ok. Attaque rituelle. Détruisez une autre carte action. En fonction de sa couleur, gagnez attaque 5, attaque de glace 3, attaque à distance 3 ou attaque de siège. Ouf, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur un scénario de ce type-là, sacrifier ses cartes à la deuxième manche, voilà. Ça permettrait d'avoir quelque chose de très puissant. Bien entendu, cette carte-là n'arrivera que 2 fois entre nos mains, hein, puisque une manche dans nos mains et puis une autre manche, voilà, ça va aller vite. Hein. Détruisez une autre carte action en fonction de sa couleur, voilà, on gagne un bonus. Ouf, ok, des grosses attaques, de l'attaque de siège. Bon. Boule écrasante. Ah, super carte ça aussi. Lancer une grosse boule, alors soit gagner un cristal vert dans l'inventaire, soit une attaque de siège 3. Ah, une boule écrasante. Bouclier de glace, parade de glace 3. Ou une parade de glace 3 et on réduit de 3 l'armure d'un ennemi bloqué par cette parade. Et l'armure ne peut pas être réduite en dessous de 1. Et alors ça peut être extrêmement efficace d'ailleurs contre des draconiens. Bien sûr, s'ils n'ont pas d'immunité. Ok. Coup de bouclier. Waouh. Parade 3 compte double contre une attaque avec la capacité vif. Et parade 5, cette attaque compte double contre une attaque avec capacité vif et moins 1 d'armure pour l'ennemi bloqué. Minimum 1 pour chaque point de parade dépassant sa valeur nécessaire. Ouf. Ouais. Bon, là c'est réduit 3 directement. Là ça pourrait réduire davantage. Ah là là là, d'accord. Donc soit une boule écrasante, soit un coup de bouclier. Alors, comment faire? Eh bien, je vous propose... Ah, ouais, ah, ça serait dommage de passer à côté.
Après, on pourrait très bien en acheter une autre, hein. Je pense que ces deux-là peuvent être extrêmement intéressantes, celle-ci également. Euh, mais celle-ci pourrait nous aider hein, contre les draconiens, notamment faire de la grosse parade et éventuellement réduire leur armure. Donc nous allons prendre coup de bouclier. Voilà, je vais l'ajouter à mon deck. Ok, donc ça c'était pour notre coup gratuit, et puis après nous verrons hein, si nous achetons une deuxième carte. Alors, nous avons les herboristes. Ok, du soin, mana, c'est très bien, ils ne coûtent pas très cher en plus. Arbalèterie du thème, encore de l'attaque de la parade 3, c'est très fort, attaque à distance 2. Hyper intéressant, il coûte 6. Hein. Ouais, très intéressant. Bûcheron, du mouvement. Et puis le coût de mouvement dans les forêts, les collines, les marais est réduit de 1. Minimum 0. Wow. Et puis de la forte parade, qui coûte 5. Les paysans, hein, toujours cette unité très versatile, qui peut être très utile en ce début de partie d'ailleurs. Et les arboristes. Ah bah voilà, on a fait le tour. Ok. Ah bah des unités, ouais, effectivement, hyper intéressantes. Ok. Ensuite, les sorts. Alors les sorts hein, commencent à coûter très cher. Donc de la méditation, permet de piocher les cartes au hasard dans un défaut, si on les place au-dessus ou au-dessous ou au-dessus de son deck. Et donc la limite de main est augmentée de 2 la prochaine fois qu'on pioche. Ça permet de se refaire son deck, même si on ne les choisit pas. Mais ça peut être hyper intéressant. Trans, identique à l'effet de base, sauf qu'on choisit les cartes au lieu de les piocher au hasard. Fou, ouais. Ah, vous voyez, c'est des façons de jouer, hein, c'est plus de l'attaque, c'est pas de la parade, mais ça vous permet de pouvoir augmenter votre capacité, je dirais, à jouer derrière d'autres cartes. Donc c'est assez fort, hein, c'est très fort. Vaporisation, donc mouvement 4, le coût de mouvement de tous les terrains est de 2, lac compris. Et on ne peut pas pénétrer sur une montagne, une colline à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour, pardon. Et voile de brume, hein, toutes vos unités gagnent toutes les résistances. Votre héros ignore la première blessure infligée par les ennemis lors de ce tour. Waouh. Et les effets additionnels liés à cette blessure sont eux aussi ignorés. Par exemple du poison, effectivement. Ouais. Éclair de feu, waouh, j'adore cette carte aussi. Attaque à distance de feu 5 ou ignorer une blessure. Attaque de siège de feu 8. Oui, ouais. Ah là 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 là. Tous ces choix. Et alors, on va finir en beauté. Nous finissons par les artefacts. Ah, nous avons quoi? Anneau de diamant. Gagnez un jeton, mana blanc et un cristal blanc dans votre inventaire. Gagnez un point de gloire. D'accord. Donc c'est vraiment pour faire du blanc. Avoir 2 jetons blancs, ça peut être une vraie force. Un point de gloire supplémentaire, ça peut vous faire passer un niveau au bon moment. Et si on détruit cet anneau, eh bien vous avez une réserve illimitée de mana blanc et noir ce tour. Vous gagnez un point de gloire pour chaque sort blanc lancé ce tour. Waouh. Ok. Difficile de choisir là au début, ne sachant pas ce que nous allons avoir comme carte. Ce que nous avons conservé, néanmoins, c'est une carte bleue, pas forcément une blanche. Peut-être davantage avec non-revas d'ailleurs, cet artefact est intéressant, mais vous voyez hein, quand même, là vous êtes quasiment illimité hein, sur du blanc. Et arc de l'aube, lorsque vous activez cet effet, défaussez n'importe quel nombre de cartes de votre main. Attaque à distance 2 pour chaque carte ainsi défaussée. Gagnez un point de gloire pour chaque ennemi éliminé pendant la phase actuelle du combat. Pouh. En plus ça, contre des draconiens qui ne sont pas fortifiés par exemple. Ah oui, oui, c'est la puissance. Et en détruisant, hein, chacun de vos points d'attaque à distance est doublé. Ce tour, vous devient une attaque de siège de même élément. Vous pouvez aussi doubler la valeur des attaques de siège de votre choix, mais elles deviennent alors des attaques à distance de même élément. L'arc de l'aube. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Mais alors, elle nous coûterait 12. Alors maintenant, ça va être de faire le choix. On a 18 points à dépenser. Donc je vous rappelle, 6 points, la valeur de l'unité, classique. J'essaie de faire la mise au point. Ici, c'est 9 points ou 7 points plus un cristal de la couleur du sort. Et là, c'est 12 points.
Alors, imaginons que nous prenions, alors effectivement, cette carte-là m'intéresse fortement, c'est déjà 12 points. 12 points, il nous resterait plus que 6 points. Donc 6 points, c'est soit nous prenons une carte supplémentaire, et je pense notamment à la boule écrasante, soit avec 6 points, eh bien, nous pourrions recruter éventuellement les arbatriers du thème. De toute façon, on a 2 jetons de commandement, donc ça, c'est pas le souci. Les arbatriers du thème, oui, si on cherche de l'attaque de la parade, ça peut être très fort. Si on cherche du mouvement, voilà, les bûcherons peuvent être intéressants. Mais vous voyez, là, le royaume, pour l'instant, il n'est pas révélé. Donc, ouais, c'est un peu délicat tout ça. C'est un petit peu délicat. On ne peut pas vérifier déjà qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Mais à l'arbalétrier du thème, hein, avoir déjà une attaque au para 3 m'intéresse fortement. Et donc là, on aurait déjà dépensé, je dirais, toute notre capacité. Maintenant, si on souhaite... Donc là, on va dire, peut-être que l'arc est un peu trop cher. Et bien, une des cartes, justement, sort, qui aurait pu être extrêmement intéressante. Alors, vaporisation, mais elles sont toutes bien, hein, bien entendu, mais éclair de feu avec une forte attaque à distance, de feu 5, ça peut tout changer également. Là, ça nous coûterait 9 points. Ou avoir 7, si nous dépensons donc notre rouge que nous avons déjà acquis. Hein. Donc, vous voyez, on a déjà un cristal rouge. Donc imaginons 9, donc on ne dépense pas plus, 9, il nous reste donc 9 points. On pourrait toujours conserver les arbatriers du thème, et après il nous reste 3 points, soit pour faire un cristal, soit éventuellement recruter une deuxième unité qui serait les arboristes. Et les arboristes nous permettraient par exemple de jouer 2 fois cette carte, les arbatriers du thème, puisqu'elle rend disponible une unité de niveau 1 ou 2. Plus du soin, plus du mana. Donc ça peut être également très intéressant. Vous voyez les combinaisons déjà qui s'offrent à nous dès le départ. On peut aussi recruter que les arboristes, avoir la boule écrasante supplémentaire. Voilà, on aurait atteint déjà notre quota. Cette combinaison là est pas mal du tout. Comparé à la combinaison, je dirais, arc aube et puis arbalétrier du thème uniquement, qui est un peu plus limité, même si l'arc de l'aube, hein, c'est tellement fort les artefacts. Mais là, ça nous permettrait de faire plus de choses également, hein, avec un éclair de feu. Puis l'artefact, hein, l'avantage, hein, c'est qu'on n'a pas besoin de dépenser, même dans sa version la plus puissante, on le détruit, mais à doubler toutes les valeurs d'attaque à distance, waouh, c'est tellement fort. Voilà. Pas simple, hein. Puis là, c'est de l'attaque à distance 2 pour chaque carte défaussée. Les boules écrasantes, non, on ne la prendrait pas du coup. Soyons fous, allez, soyons fous. On va démarrer la partie avec un arc de l'aube et des arbalétriers d'items. Ok, de toute façon c'est un bon choix, hein. De belles cartes, de belles unités. Et voilà, les arbalétriers du thème rejoignent Aritea dans son aventure. Et puis ils vont justement commencer l'aventure, hein, ce qui est une des premières, je dirais, pendant toutes ces saisons. Les arbalétriers du thème vont commencer cette saison 4 avec nous. Voilà, donc je vais remélanger tout ça, remettre à disposition donc les différentes offres, et je reviens tout de suite. Et voici, la mise en place est enfin réalisée. Donc bien entendu, hein, j'ai remélangé les cartes, j'ai rebattu les cartes et mis à disposition les différentes offres, actions avancées, les sorts, les unités. Voilà. Et puis nous allons découvrir du coup ensemble ce royaume qui s'est découvert à nous également pendant cette mise en place. Où vous allez avoir déjà de nombreuses choses, hein. C'est une carte sur 3 colonnes. Donc le monde du royaume d'Atlante,
je dirais, va se dévoiler au fur et à mesure suivant ces 3 colonnes. Voilà, et donc on va regarder ensemble justement avec nos chers arbitriers du thème et en compagnie d'Aritea, ce qui peut bien nous attendre sur ce royaume. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà ici, pas très loin de nous finalement, hein, et relativement accessible, une tour de mage. Une tour de mage, une forteresse. Voilà, ça peut être déjà intéressant pour monter en niveau en allant, je dirais, attaquer l'une de ces 2 sites fortifiés. Au bout ici, nous avons un donjon. Voilà. Donc un donjon également pour récupérer à la fois de la gloire, mais également, alors je ne sais plus ce qu'il y a également dans les donjons. Qu'est-ce qui nous cache déjà comme trésor? Voilà le donjon. Alors le donjon, c'est une... ah oui, alors déjà on ne peut pas y aller avec une unité. Ce sont les règles de nuit qui s'appliquent, hein. Vous voyez déjà l'iconographie est très facile à comprendre une fois qu'on a bien entendu jouer quelques parties à ce jeu. Enfin, à ce jeu, c'est à cette œuvre ludique, hein. Un énorme jeu, enfin, il est extraordinaire. Mais voilà, je fais que le dire plusieurs fois sur ma chaîne. Ensuite, donc, on pourrait gagner éventuellement donc, un sort, voire encore un artefact. Ouais, ok. Ben, ça dépend, hein. Justement, si on avait notre artefact avec nous, ça peut être intéressant d'y aller pour en piocher encore un autre. Ok, donc ça c'est le donjon. Le donjon. Ensuite, donc nous avons une antre, hein, pour gagner du cristal et puis de la gloire, bien entendu, pour avoir tué je dirais une créature. Une mine de cristal rouge. Alors ici, ce sont des chevaucheurs de loups, hein, qui ont une capacité vif. Bon, il faut être assez vigilant. Néanmoins, quand je regarde ici, hein, enfin, nous verrons après, mais il y a quand même, enfin, nous verrons après. Vif, hein, nous avons les gardes du thème. Souvenez-vous, il me semble que c'est pendant la saison 1, hein, nous avions la parade 4 et qui compte double contre une attaque à capacité vif. Voilà. Un monastère. Donc qui dit monastère dit aussi entraînement au monastère. Et donc une carte d'action avancée que j'ai placée ici, qu'on va découvrir ensemble, qui va être proposée au même monastère. Et donc il va s'agir d'une contre-attaque. Hop. Alors c'est une attaque 2, et on peut gagner attaque 2 pour chaque ennemi bloqué ce tour. Très bien ça. Et en boosté, une attaque 4, et on gagne attaque 3 pour chaque ennemi bloqué ce tour. On bloque 2 ennemis, on a plus 6 d'attaque, ça me fait une attaque de 10. Ce qui est dévastateur. Ok. Donc ici, hein, nous avons ce monastère. Éventuellement aussi, nous avons ici une sorcière maudite, si je ne me trompe pas. Sorcière maudite. Créature en plus avec des effets poison. Ouais, pas très rigolote. Donc sorcière maudite, c'est bien ça. Ouais. Alors, une attaque de 3, bon, c'est tout à fait parable, hein, notamment que nous avons des arbatriers du thème. Après, pour aller jusqu'à elle, hein, il faut parcourir quand même je dirais, de nombreuses forêts, là, ici. Ouais, il faut les traverser, c'est pas évident. On pourrait éventuellement s'arrêter également sur une mine de cristal bleu. Bon, ok. Bon, en tout cas, il y a du choix, hein. Allez peut-être voir au monastère et éventuellement essayer de recruter des unités. Dans les unités qui pourraient être intéressantes d'ailleurs au monastère, nous avons les illusionnistes, nos chers illusionnistes. Ah oui, 7 points d'influence, mais alors des capacités de bloquer un ennemi non fortifié, surtout pendant cette partie-là. Ah ouais, ça pourrait clairement jouer en notre faveur. Encore les arbatriers du thème, donc non pas dans un monastère. Les monastères familiers magiques, qui est une unité très particulière, il faut dépenser quand même du cristal, mais alors qui dispose de choses très intéressantes, hein, de l'attaque relativement forte, attaque 3, parade 4, du mouvement, de l'influence 3, du soin 2, voilà, en fonction de ce qu'on aurait choisi. On obtiendra un bonus, hein, en dépensant justement ce fameux cristal de mana. Et puis les gardes du thème, donc non, ils ne sont pas non plus recrutables dans un monastère, mais ça pourrait être une unité intéressante, hein, surtout que nous disposons d'un jeton commandement. Il n'est pas là pour rien, donc il n'attend qu'une unité, hein, pour pouvoir avancer. Le gros avantage, hein, d'avancer d'ailleurs vers le monastère, c'est qu'on pourrait découvrir
davantage, je dirais, de royaumes d'Atlante pour aller rechercher, être en quête de ces fameuses reliques qui nous attendent, morceaux de reliques en tout cas que nous allons devoir reconstituer. Voilà, alors bien entendu, hein, ça c'est le royaume qui se découvre à nous. Le joueur fantôme, hein, donc c'est Neurovas qui va jouer, en tout cas notre compagnie également, en tant que joueur fantôme, et donc c'est lui qui va mettre le rythme à cette partie. Et j'espère qu'il va nous laisser tranquille, ce Neurovas, aussi noble qu'il soit, pendant cette partie. Alors, nous allons piocher, notre limite de main est à 5, donc nous allons piocher 5 cartes. Et une fois que nous aurons pioché nos cartes et découvert ensemble ces cartes-là, nous allons donc choisir notre carte d'ordre de tour, donc la carte tactique. Alors j'ai bien 5 cartes, oui, c'est bon. Donc, une endurance du mouvement, d'accord. De toute façon, il nous faut du mouvement au démarrage. Hein. Célérité, une attaque à distance de 3. Ça peut être très intéressant, notamment pour peut-être abattre des premières créatures qui vont se dresser devant nous et gagner nos premiers points de gloire. De la concentration. Oui, effectivement, ça aussi, hein, ça permet de booster une attaque. Surtout que, oui, dans la source, là j'ai eu beaucoup de chance. La mise en place, on a le choix. Hein. On a du blanc, du vert, du bleu et du rouge. Donc on pourrait très bien faire une concentration. Ensuite, une tranquillité, donc du soin, ou alors on peut piocher une carte. Et une improvisation. Donc on défausse une autre carte de notre main, hein, toujours pour générer du 3 de différents types, ou voire 5 si on le booste au rouge. Hein. Et donc du cristal rouge et du cristal blanc, ça tombe bien, c'est ce que nous avons dans la main. Donc nous pourrions très bien les exploiter, les utiliser. À savoir de quelle manière nous allons les utiliser, bien entendu. Ok, donc ça c'est notre main. Ensuite, nous allons découvrir donc, les cartes tactiques qui sont ici pour choisir notre pouvoir de départ. Alors lève-tôt, bon, toujours, hein, on commence le premier, mais pas de capacité spéciale. Faux départ, donc lorsqu'on choisit cette tactique, on défausse jusqu'à 3 cartes de notre main, y compris des blessures, puis on pioche autant de cartes. Et ensuite, on mélange notre défausse dans votre deck. Bon voilà, donc ça permet de faire un petit mulligan. Je pense qu'on a des cartes intéressantes. C'est pas le... Non, on va pas faire un faux départ là. Vol de mana. Ça peut être bien ça, vu qu'on a le choix en plus. Donc lorsque vous choisissez cette tactique, prenez un dé de mana d'une couleur fondamentale de la source et placez-le sur cette carte. Vous pouvez utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de vos tours de jeu. De ce jour, pardon. Une fois utilisé, on relance le dé à la fin de notre tour et on le replace dans la source. Planification, donc à la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. Très intéressant, effectivement, hein. Pendant toute cette partie, il va falloir aller vite. Plus on aura... Alors après, il nous faut encore 2 cartes en main, donc il ne faut pas tout jouer systématiquement, ce qui peut être handicapant, surtout quand on doit jouer vite. Ouais, c'est un choix. Sur des parties courtes, je ne sais pas si c'est le bon choix, la planification. Un départ flamboyant. Voilà. Lorsque on choisit cette carte, on pioche 2 cartes supplémentaires. Ouais. Et puis au bon moment, hein, ça nous permet de rejouer un tour à la fin de notre tour. On le fait qu'une fois, mais on joue 2 fois de suite. Par contre, on commence le dernier. Non, bah écoutez, je vais essayer. Ouais, je pense que je vais être très classique. Surtout qu'il faut aller très vite. Planification, le problème de ce pouvoir, c'est de ne pas jouer toutes ces cartes en main. Et il faut encore 2 en cartes en main. J'ai pas une main pour l'instant, je suis limité à 5 cartes, donc je vais devoir jouer au maximum. Donc ça, j'irai dans des tours, dans des manches supérieures où, je sais pas moi, la deuxième journée, voire la troisième journée, effectivement, planification, elle prend tout son sens. Hein, quand on doit piocher 6 cartes, voire 7 cartes, plus les pouvoirs éventuels de forteresse ou de cité. Ouais, là, ça peut valoir le coup. Hein, on temporise avec le genre fantôme. Bon, non, je vais choisir départ flamboyant pour changer un peu. Et donc ensuite, nous allons choisir la carte de Neurovas. Enfin, choisir, prendre au hasard cette carte.
Tac, 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 tac. Voilà. Notre cher Neurovas, qui a été extraordinaire hein, contre une bataille face à notre cher général Tovac. Tovac. Oh là là, Tovac. Pourquoi Tovac? Non, Volcar. Volcar. Le général Volcar. Hop. Je pense que Tovac hein, reviendra également hein, sur des futures parties. J'aime jouer hein, ce Mage Knight. Hein, notre cher Tovac. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il reviendra au cours de ces prochaines parties. L'idée aussi, c'est de pouvoir vous présenter un maximum de jeux, en tout cas d'aventures, au cours de ces différentes saisons, et notamment avec des Mage Knight différents, hein, pour vous montrer toutes les possibilités que peut offrir cette œuvre incroyable. Alors, on va choisir celle-ci. Au beau moment. Bon, bah voilà. Donc, nous allons commencer la partie. C'était la seule carte d'ailleurs hein, qui pouvait être après nous. Et donc, nous allons être premier, puis Neurovas deuxième. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Ok. Et puis après, donc de toute façon, les cartes jour, il n'y en aura plus, puisque c'était la première et la dernière manche de jour. Alors, nous avons choisi départ flamboyant, donc nous allons piocher 2 cartes supplémentaires. Et nous tombons sur coup de bouclier. Ah bah très bien, en plus, qui permet de faire du vif. Parade 3. Ah, c'est parfait. Si on regarde par rapport aux ennemis qui sont à notre proximité, là, proximité de nous, pardon, ici, une attaque de 3 avec un vif, eh bien, notre coup de bouclier permet de parer entièrement cette unité. Donc ça pourrait être encore plus intéressant d'y aller. Et détermination, donc attaque ou parade 2. Ok. Alors, nous avons également une compétence de déplacement hein, avec un +1. Pendant ce tour-là, hein, à chaque tour, donc ça peut être hyper intéressant. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait même s'attaquer aux 2 peut-être. On pourrait peut-être s'attaquer aux 2. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est se déplacer ici, là, voire même donc jusqu'au monastère. Le fait de se déplacer au monastère, on va s'approcher d'ailleurs de ces chevaucheurs de loups. Mais le fait d'être ici, puis de se déplacer sur la case d'à côté, nous allons les provoquer. Voilà, donc ce qui mettra immédiatement fin à notre mouvement. Et donc nous allons provoquer ces ennemis. Néanmoins, on pourrait très bien décider qu'également ces créatures-là se joignent à la partie. Et voir est-ce que ça serait possible. Donc déjà, il nous faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de mouvement. Voilà, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, 7 points de mouvement. Alors, on a des capacités hein, de destruction extrême ici, là. On a des grosses capacités. N'oublions pas hein, qu'on a justement, on a du mana rouge. Alors les 7 points de mouvement, on les a. Hein. Ici, on aurait 5, plus 2, 7. Voilà. Plus de 7, voire même 5. Ou peut-être la choisir pour faire autre chose. Non, 5 plus 2, 7 et je défausserai éventuellement tranquillité. Voilà. Et après, on aurait le loisir, je dirais, d'attaquer avec une forte attaque et concentration et célérité. Voilà, ce qui pourrait détruire des créatures. De parer une autre créature et après faire une attaque de 2 avec les arbalétriers. Voilà, on peut tout à fait les détruire et gagner déjà 6 points de gloire, ce qui serait énorme en ce début de partie. Et nous nous arrêterions derrière sur justement le monastère. Donc éventuellement, à notre prochain tour, nous pourrions découvrir, je dirais, une partie du royaume et en plus aller recruter.
hein, et notamment, je pense, aux illusionnistes. Ah, ça pourrait être un tour magnifique. Ça pourrait être un tour magnifique. Eh bien, je pense que c'est ce que nous allons faire. Donc, on va jouer une improvisation. Une improvisation boostée au rouge. Hein. Nous avons un précieux cristal. Je dois défausser une carte. Donc, c'est le soin. Et ensuite, je rajoute 2, ce qui va nous faire 7 points de déplacement. Donc 7 points de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont là. 6, 7. Ça met fin immédiatement à notre mouvement. On aurait pu très bien découvrir une autre tuile campagne pardon, à ce tour, mais le fait d'avoir provoqué cet ennemi-là, eh bien, il va nous attaquer. Et nous allons décider également, puisque nous sommes à proximité, nous avons parfaitement le droit de dire que les sorcières maudites se joignent au combat. Et donc, pendant ce combat-là, nous allons devoir affronter ces deux unités, chevaucheurs de loup et sorcières maudites. Alors, on va mettre notre plan exécution. Je vais jouer une concentration. Une concentration, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet clairement de booster l'effet boosté également d'une autre carte, en lui ajoutant plus 2, et notamment une attaque de tout type. Attaque de tout type, donc c'est une attaque à distance. Donc ce qui va nous faire une attaque à distance de 5. Attaque à distance de 5, donc avec un mana de la source, hein, sur nos concentrations. Donc attaque à distance de 5, pardon. Hop. Cette unité meurt avant même d'avoir dit ouf. Très bien. Je la garde retourner ici, hein, puisqu'il y a 2 créatures. Ensuite, j'ai une autre unité. Malheureusement, en attaque à distance, alors j'ai éventuellement les arbalétriers du thème, hein, qui, ont une attaque, oui, c'est ça, qui ont une attaque à distance de 2. Mais non, je ne vais pas pouvoir le faire, parce qu'il nous faut 4. Ces chevaucheurs de loup, hein, ils ont 4. Bon, ils vont avoir une attaque de 3. Néanmoins, j'ai coup de bouclier, parade 3 et elle compte double contre une attaque avec la capacité vif. Donc, elle bloque parfaitement ces chevaucheurs de loup. Allez. Donc, nous bloquons leur attaque. Tout simplement, hein, pas besoin d'ailleurs d'utiliser de cristaux. Hein. Vous voyez, hein, c'est extraordinaire quand même. Un coup de bouclier qui tombe pile poil au bon moment. Voilà. Et puis une détermination qui est une attaque de 2. Il nous faut faire 4 hein, pour tuer cette unité. Et donc, nous allons ajouter voilà, une attaque de 3. Ou une attaque à distance de 2, ça revient au même. Et donc, les chevaucheurs de loup meurent également. Waouh! Quel assaut! Enfin, un assaut. Quel affrontement dès le démarrage. Nous terminons en plus sur un monastère. Et donc, nous avons tué 2 créatures. Et 2 créatures, d'ailleurs, qui vont nous octroyer 6 points de gloire. Plus, vu que ce sont des créatures errantes, on va gagner également en réputation. Hein, puisque, je dirais, les habitants du monastère, justement, ils étaient, en tout cas ceux qui vivent autour, sont reconnaissants qu'on ait débarrassé, justement, le royaume d'Atlante de 2 créatures là, qui erraient et qui pillaient certainement quelques villages ou tentaient de brûler quelques monastères. Mais nous sommes là. Voilà, notre Aritea est arrivé. Donc, 2 points de réputation. Nous allons avoir justement un gros avantage, c'est que nous passons à plus 1 point d'influence lors d'une interaction. Ça, c'est très bien. Surtout que nous souhaitons potentiellement recruter. Hein. Et donc 6. 6, eh bien ça tombe bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous gagnons plus 1 dans ce scénario à chaque fois qu'on passe un niveau. Et donc nous allons pouvoir choisir 2 nouvelles compétences et également une nouvelle carte d'action avancée. Waouh! Très bien. Alors, je relance. Ah, c'est un nuit. Ok, c'est un noir.
Donc on ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Ensuite, je défausse le mana utilisé. Ouais, très bien utilisé. On a utilisé toute notre main. C'est une très bonne nouvelle également. Comme ça, nous ne perdons pas de temps par rapport aux joueurs fantômes. Et enfin, donc nous allons monter en niveau. Donc monter en niveau, qu'est-ce qu'on fait? On va choisir parmi les 2 premières compétences. Alors, c'est dans quel sens? C'est comme ça. Ah, est-ce que j'arriverai à faire cette mise au point? Je ne suis pas sûr. Voilà, bah si. C'est certainement les pouvoirs d'Arita qui sont très forts et donc qui empêchent cette mise au point. Mais non, c'est bon. Alors, ici, nous avons polarisation. Une fois par tour, vous pouvez transformer un mana en un mana de la couleur opposée. Voir le diagramme. Ok. Le jour, vous pouvez utiliser un mana noir comme un mana de n'importe quelle autre couleur, pas pour améliorer l'effet d'un sort. Oui, ok. La nuit, vous pouvez utiliser un mana or comme un mana noir pour améliorer un sort, mais pas comme un mana de n'importe quelle autre couleur. Surtout que là, en plus, nous venons de lancer justement un dé de mana de la source et il tombait sur un noir. Donc là, ça permettrait de le rendre or. Et une fois par tour à chaque fois. Très fort. Et invocation. Une fois par tour, défausser une carte blessure pour gagner un jeton mana noir ou rouge, ou défausser une carte non blessure pour gagner un jeton mana vert ou blanc. Vous devez dépenser ce jeton mana immédiatement, sinon vous ne pouvez pas utiliser cette compétence. D'accord, donc il faut être sûr de pouvoir l'utiliser. Mais vous voyez, Aritea, elle joue également avec les cartes blessures. Donc les cartes blessures deviennent une valeur, je dirais, dans le jeu, pour la défausser et gagner quelque chose en échange. Mais je pense que polarisation, ouais, hein, ça permet, si nous n'avons pas les bonnes couleurs, là, finalement, on peut quasiment tout le temps avoir la bonne. Ça peut nous aider. Ouais, ça peut nous aider. En plus, c'est une fois par tour, ce qui est énorme. Donc nous allons prendre ça. Hein. Celle qui a été proposée par Norovas, bon, on va la laisser là, c'est du mouvement hein, par unité disponible. Là, de toute façon, on va devoir utiliser rapidement nos unités. Et Norovas, lui, du coup, va proposer une nouvelle compétence, qui est celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait, celle-là? Ah, pardon. Hop, voilà. Alors, elle est où? Voilà. Charisme. Une fois par tour, lorsque vous activez une unité, ajoutez plus 3 à sa parade, plus 2 à son attaque, ou plus 1 à son attaque à distance. Pas de siège, quels que soient ces éléments. Pouh. Vous voyez, hein, quand il vous manque ne serait-ce qu'un point ou 2 en attaque pour terminer un ennemi, terrasser un ennemi, ben voilà, le charisme peut tout changer. Encore ce noble Norovas, incroyable. C'est pour ça d'ailleurs, hein, je vous l'ai conseillé sur une session précédente. Si vous voulez démarrer Mage Knight et vous ne savez pas quel Mage Knight choisir, choisissez un Norovas par exemple. Hein. Moi je vous le conseille. Il est effectivement très puissant, il est facile à jouer, il a des compétences voilà, très nobles et très puissantes également. Et d'autres Mage Knights sont peut-être un peu plus difficiles à jouer, je dirais. Bon, ils ont tous leurs caractéristiques, mais Norovas, voilà, est très, très simple d'accès. Moi, je vous le conseille. Voilà, vraiment, je vous le conseille. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons piocher. Ah non, attendez, oulolo, terminons notre montée. Donc là, nous avons choisi notre compétence. Maintenant, on va devoir choisir justement une carte d'action avancée. Alors, diplomatie. Influence 2. Vous pouvez utiliser l'influence comme parade ce tour. D'accord. Et en blanc, en plus, nous avons un cristal blanc. Ça peut être très intéressant. Influence 4. Choisissez glace ou feu. Vous pouvez utiliser l'influence comme parade de l'élément choisi ce tour. Ok. En plus de l'influence, c'est intéressant pour nous là. Intimidation. Ah oui,
Très belle carte aussi. Influence 4 ou attaque 3. À la fin de ce tour, à la fin de votre tour, pardon, -1 de réputation. Et alors une influence 8 ou attaque 7, c'est énorme. À la fin de votre tour, -2 de réputation. Ouais. Très très belle carte également. Regard glacial, de l'influence 3. Ah, déjà un peu plus d'influence que diplomatie, avec d'autres pouvoirs. Hein. Où l'attaque d'un ennemi ciblé perd toutes ses capacités d'attaque, mais pas sa couleur. Très fort aussi. Ou alors une influence 5, où un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. Ha. Tellement difficile de passer à côté de ce type de capacité. Regard glacial, effectivement, oui. En plus, une influence 5, on aurait déjà +1 là-bas, il nous manquerait plus qu'un pour recruter nos illusionnistes. Voire +6 si on souhaite faire une contre-attaque. Ah, ouais. Alors, j'hésite néanmoins, hein. J'hésite. Bien sûr, regard glacial m'intéresse en premier point. Mais alors, si je laisse, par exemple, cette diplomatie, c'est une carte blanche. Et Norovas, quand même, a déjà 2 cristaux blancs. Donc, pendant la prochaine nuit, disons, il va être boosté d'une carte blanche. En tout cas, c'est un effet de jeu que je voulais vous présenter également. C'est-à-dire que des fois, notre choix peut se porter, bien entendu, sur l'aventure pour essayer d'avancer au niveau du royaume d'Atlante. Mais également, ici, si nous laissons l'opportunité, je dirais, à notre joueur fantôme de se renforcer là où il est le plus fort, ça peut être très pénible, je dirais, pour la suite de l'aventure sur les manches suivantes. Nous sommes relativement limités néanmoins hein, sur ce scénario, il n'y a que 2 manches, donc là l'impact est limité, mais sur le long terme, par exemple sur un gros scénario de 6 manches, vous voyez ici, là, l'aventure peut être déjà très difficile, le fait que le joueur fantôme canalise soit des cristaux d'une couleur dominante avec des cartes de couleur dominante. Donc voilà, ça peut rendre la chose difficile. Bon. Là, le risque, je dirais, est plutôt limité. Donc nous allons prendre regard glacial, voilà, et notamment pour des capacités de blocage d'ennemis, même si ici, certainement, nous allons utiliser pour de l'influence lors de notre prochain tour. Et donc une nouvelle carte de l'offre va venir, et c'est régénération. Très bien. Alors, voilà. Donc nous avons terminé notre montée de niveau. Et donc maintenant, nous allons piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons les découvrir après le tour de notre cher Norovas. Alors Norovas, quel rythme va-t-il nous donner en ce début de partie? Alors là, nous sommes en avance hein, par rapport à Norovas. La 3e carte est une carte bleue. Il n'a pas de cristaux bleus. Donc ça s'arrête là. Donc voilà. Donc je pense que nous allons terminer tranquillement avant notre Norovas. Donc qui est plutôt bien. C'est une bonne chose, il ne met pas de pression. Alors, de la marche. Ok, du mouvement, c'est très bien. Ah, une carte spécifique. Carte spécifique d'Aritea. Polyvalence. Une attaque 2, une parade 2 ou une attaque à distance de 1. C'est pas mal. Et en rouge, une attaque 4, une parade 4, une attaque de feu 3, une parade de feu 3, une attaque à distance 3, une attaque de siège 2. Ouf. Elle rigole pas. Hein. Aritea, voilà, hein, c'est des capacités offensives hyper intéressantes. Un boosté au rouge, bien entendu, ça prend toute sa valeur. Célérité du mouvement ou de l'attaque à distance 3. Arc de l'aube. Très bien. Elle arrive peut-être un peu tôt hein, pour cette manche. Ce serait bien d'ailleurs d'essayer d'aller révéler, je dirais, le maximum de tuiles ouais, pour la suite de cette manche. De l'attaque à distance, de la forte attaque à distance. Voilà, et on retombe sur le regard glacial. Ok, de l'influence. On n'a pas beaucoup d'influence malheureusement, mais on a vu qu'il nous manquait pas grand-chose. Hein. Il ne manquait vraiment pas grand-chose pour aller recruter, je dirais, de l'illusionniste.
Et je pense que c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Avant d'aller recruter, on va faire un ordre de marche qui nous permet de faire un mouvement 2. Pourquoi? Tout simplement pour aller révéler une tuile royaume. Voilà. Pour ne pas être complètement figé sur ce monastère et au moins découvrir ce qui peut se cacher à côté. Ouf, des marécages. Pas simple. C'est pas simple. Alors, je vais bien la placer. Voilà. De nouveau des ennemis ici, qui peuvent être intéressants à les observer. Donc, ennemi errant. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ça serait pas des orques assassins par hasard? Ah non, ce sont des pisteurs. Pisteurs orques. Ah oui, ils sont assassins de toute manière. Ils nous suivent. Ils essaient de se camoufler là avec leur tête, voilà, un peu particulière. Et puis, voilà, ils sont insaisissables. Donc, il faut pouvoir les bloquer pour que leur armure se réduise à 3. Une attaque à distance, il faudrait une attaque à distance de 6 pour pouvoir les tuer. Et puis, si on ne les pare pas, bien entendu, déjà ils sont assassins, donc c'est que le Mage Knight qui prendrait des blessures. Et en plus, leur armure resterait à 6. Bon, en tout cas, ils sont là, juste à côté. Et puis, nous avons une ruine. Une ruine qui est révélée le jour. Ouf. Oh là 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 là, qu'est-ce que nous avons là? C'est incroyable. Alors, une ruine. 2 artefacts. Mais alors, il faut battre une chimère et un draconien. Alors, la difficulté est énorme, mais néanmoins, vous voyez, 2 artefacts. 2 artefacts. Alors là, il faut des capacités d'attaque, de blocage extrêmement puissantes. Et donc, je vais la placer sur le royaume. Voilà. Nous avons également un village, mais alors mal placé. Alors bon, déjà, il est sur la bordure de la carte. Et en plus, il est dans les marécages, les marais. Voilà, les marais qui coûtent 5 points de mouvement. Donc, autant dire que c'est très difficile d'aller se déplacer sur ce type de case. Voilà, campagne. Néanmoins, ici, l'idée, ce serait certainement d'aller plus vers le nord pour se diriger justement sur nos ruines, nos cités en ruine. Et puis là, il reste encore quelques tuiles avant d'arriver aux tuiles royaume. Donc il va falloir découvrir très rapidement, se placer ici pour en découvrir certainement déjà 2 et voir se déplacer encore avant la fin de manche. Donc il va falloir avoir beaucoup de mouvements pour aller révéler directement des tuiles royaume et avoir la manche de nuit, justement, voilà, des choses qui peuvent être encore plus intéressantes. Il va falloir se déplacer rapidement. Mais avant de se déplacer, nous terminons notre déplacement, justement, ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'influence. Voilà, de l'influence. Alors, nous souhaitons recruter les illusionnistes au monastère. Nous avons déjà 1 point de bonus grâce à notre réputation. Une influence 5. Donc voilà, nous allons jouer cette influence 5 boostée au blanc. Et puis, donc nous avons 6, il nous en manque 1 point. Il nous manque 1 point. Ceci pourrait être intéressant à garder pour la suite. On va faire célérité. Incliné, ce qui nous fait notre 7e point. Ouais, très bien. Et donc, illusionniste, venez rejoindre Aritea pour le reste de son aventure. De belles compétences, ne serait-ce que influence 4, voire du cristal, mais alors l'ennemi ciblé non fortifié n'attaque pas lors de ce combat. Voilà, ça peut être une clé pour les combats finaux contre certainement des draconiens. Voilà, et puis nous avons un cristal blanc. Ok, voilà, et bien c'est parfait, il nous reste 2 cartes en main. C'était relativement limité.
c'est du rouge qui tombe. Hop. Et donc 2 cartes, donc nous allons piocher 3 cartes supplémentaires. Voilà, on verra ça juste après. C'est au tour de Norovas. Alors, 1, 2. Oh, du blanc. Ok, il accélère un peu. Il accélère. Et 2 supplémentaires. Ça tombe bien, c'est du vert et du blanc. C'est parfait. C'est mieux dans ce sens-là. Ok. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Donc, notre polyvalence, l'arc de l'aube. Magnifique carte, encore une fois. De la menace. Ok, influence. De l'influence. Cristallisation. Ça pourrait être intéressant, oui, de cristalliser. De la promesse. Ah là là là, on n'a pas beaucoup de mouvement, malheureusement. De l'influence en pagaille. Et puis là, on a tout pris. Hein. On a tout pris. Ok. Bon, bah, beaucoup d'influence. Alors, vous voyez ici, hein, dans les petites icônes, là, aucune botte, je dirais, qui nous symboliserait du déplacement. La seule façon qui serait de se déplacer, c'est d'utiliser notre compétence avec un point de déplacement, et puis de 2, d'utiliser des cartes inclinées pour se déplacer. Alors, on a dit qu'il fallait beaucoup se déplacer là pendant ces tours. Ouais, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Puis au monastère, on pourrait toujours, je dirais, voilà, prendre ces cartes-là pour 6 points d'influence. Hein, on les a. On les a. Ça, il n'y a pas trop de problème. Mais on va pas rester là. On va pas rester là. Alors, l'idéal. L'idéal, ce serait, je dirais, de s'arrêter sur la clairière magique. Pour avoir, je dirais, un jeton mana or en début de tour prochain. Mais il faut faire les 6 points. Et les 6 points. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on va provoquer les ennemis. Et là, on n'a pas grand-chose. On va pouvoir faire 3 points. On va être limité. Hein. On va être limité. Ah, c'est embêtant. Bon, écoutez, on va déjà se déplacer. Donc je vais faire utiliser promesse et menace. Donc ça fait 1, 2. Plus notre compétence, ça fait 3 points. Et 3 points. Donc on va se diriger sur cette première case de forêt. Voilà. Nous pénétrons dans la forêt du royaume d'Atlante, hein, d'ailleurs, qui se suit. Là, pour l'instant, elle fait une belle... voilà, elle est magnifiquement dessinée. Et puis nous sommes aux côtés, justement, d'une créature errante que nous pourrions décider d'attaquer. Et je pense qu'il vaut mieux faire ça pendant ce tour-là, pour essayer, je dirais, ouais, de tuer cette deuxième créature. Alors, comment faire? Si nous devions l'attaquer, il faudrait pouvoir la bloquer. Ou alors on l'attaque à distance de 6. J'ai qu'une attaque à distance de 3 ici. Et j'ai déjà utilisé mes arbalétriers. C'est pas si facile que ça en fait. Hein. C'est pas si simple que ça au final. Ce serait dommage de ne pas utiliser ces belles cartes. Et puis si je fais 6, si je fais 6, je réfléchis. Hein. Si je fais 6, effectivement, je peux. Hein, j'ai 3 cartes en main. Je pourrais très bien aller ici. Néanmoins, si je vais là, je vais me prendre une blessure. Enfin, je vais me prendre de la blessure. Pas qu'une d'ailleurs. Et je ne pourrai pas l'attaquer.
Je vais juste le provoquer. Néanmoins, c'est une clairière magique. Donc, il ne faut pas oublier que dans une clairière magique, c'est hyper intéressant. Une clairière magique. Voilà. Toujours ces cartes, hein, très utiles dans le jeu. 1, ça nous fait... Une clairière magique nous permet d'avoir des vapeurs curatives. Si vous terminez votre tour dans une clairière magique, hein, vous pouvez détruire une carte blessure de votre main ou de votre défausse. Ce n'est pas un soin. Cet effet ne peut pas être combiné avec d'autres effets de soin. Et puis imprégnation magique, hein, si on commence notre tour dans une clairière magique pendant le jour, on gagne un jeton mana or. Si vous commencez votre tour dans une clairière magique pendant la nuit, on gagne un jeton mana nuit. Ok, bah écoutez, malgré tout, on va prendre peut-être quelques blessures, à cause de cette créature notamment. J'ai pas envie d'utiliser non plus mon cristal blanc, hein. Ça m'embête beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va quand même se déplacer, donc avec nos 3 cartes restantes, hein. C'est de très belles cartes, mais néanmoins on ne va pas les utiliser de cette manière-là. Il faut avancer, Et donc nous allons aller sur la clairière magique. De ce fait, cette créature-là est provoquée et donc elle va nous attaquer. Voilà. Donc c'est Pister Orc. Ok. Donc je n'ai plus de main. J'ai éventuellement, je dirais, des capacités des illusionnistes que je pourrais utiliser, hein, bien entendu, pour bloquer les mines fortifiées. Mais je vais le laisser passer. Il a une capacité du coup assassin, donc une attaque de 4. L'attaque de 4, eh bien je vais me la prendre de plein fouet. Ce qui fait, je prends une première carte blessure déjà, de base. Ensuite, une attaque de 4, donc 4 moins un bouclier de 3, il reste 1. Donc je prends une deuxième carte. Et enfin, 1 moins 3, donc c'est bon. Hein, tout est passé. Donc eux, ils restent à 6 points de bouclier. Une attaque de 6, donc j'ai rien de spécial. Donc le combat s'achève. Il a juste été provoqué. Il retourne, enfin en tout cas il reste là où il était. Et Aritea, justement, a pris quand même quelques blessures. Néanmoins, terminant sur une clairière magique, je vais déjà détruire une blessure. Voilà. Ça, c'est le gros avantage de la clairière magique. Et donc, il me reste une blessure en main. Et tout le reste est défaussé. On a tout utilisé. Voilà. La compétence redevient active, bien entendu, pour le mouvement, qui va nous être utile, je pense, pour toute la suite également. Et avec la carte qui nous reste en main, eh bien, nous allons piocher 4 cartes. Voilà, pour notre limite en main. Et c'est les 4 dernières cartes. J'espère avoir du mouvement. C'est à Norovas. Alors, Norovas. 1, 2. Ouf, du blanc. Bon, de toute façon, on n'est pas en retard. Nous sommes plutôt bien sur cette manche. Alors, de la rage. Attaque ou parade 2. Attraction de mana durant ce tour. Donc encore une carte spécifique à Aritea. Donc, vous pouvez utiliser un dé de mana supplémentaire de la source. Ok. Si ce dé est noir, utilisez-le pour produire un jeton de mana de n'importe quelle couleur. Ok. Et là, il n'y a pas de condition nuit ou jour. Hein. C'est énorme. Et enfin, prenez 2 manas de la source et placez-les sur là où les couleurs de votre choix, sauf or. Gagnez un jeton de mana de chacune de ces couleurs. Ne relancez pas ces dés lorsque vous les remettez dans la source. Vous voyez, Aritea a des capacités de manipuler le mana. C'est extraordinaire. Encore une très belle illustration. Hein. Magnifique travail hein, sur ces cartes. Elles sont sublimes. Elles sont sublimes. Ok, de l'endurance, du mouvement, c'est ce qu'il nous faut aussi. Il va nous falloir beaucoup de mouvement. Ok. Et de la marche. Ok. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal de finir ça avec cette main. On a beaucoup de mouvement. C'est ce qu'il nous faut. Et n'oublions pas, nous commençons ici, là, sur une clairière magique. Et donc, nous allons prendre un jeton or.
Voilà, ce qui est une très bonne nouvelle, hein. Je pense que ça va clairement nous aider pour la suite. Alors, il va nous falloir beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements. Déjà, il nous faut 4 points de mouvement pour révéler 2 tuiles. Est-ce qu'on peut révéler 2 tuiles d'ailleurs là où nous sommes? Je ne suis pas sûr. On n'est pas très bien placé. Mais de toute façon, on va maximiser notre mouvement. Donc ici, mouvement 4. Voilà, une endurance boostée. Donc on va déjà révéler, avec les 2 premiers points, cette tuile. Ah là là, donc ok. Alors je vais la placer correctement. Qu'est-ce que nous avons? Alors déjà, il y a un ennemi errant ici, qui se situe en plus derrière des remparts. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être un invocateur orc. Donc l'invocateur orc, ouais, il peut être pénible. Il peut être pénible, surtout avec une attaque de chimère. Alors, on pourrait éventuellement tuer, mais derrière ces remparts, il va être imprenable, hein. Ça va être difficile. Ensuite, ici, nous avons donc une tour de mage, que nous n'allons pas révéler, bien entendu. Nous avons 2 nouveaux. Ah, c'est pas mal ça. On pourrait temporiser d'ailleurs, mais ça coûte cher, hein, c'est 5 points de mouvement ici. Pour de nouveau avoir un cristal or. On a une mine de cristal vert et bleu ici. Et puis un lac. Voilà. Donc là, naturellement, ça commence à être compliqué, hein, pour s'aventurer dans ces contrées. Néanmoins, si nous révélons une tuile supplémentaire, nous sommes toujours sur ces fameuses 3 colonnes. On pourra en révéler une et après, je dirais, se diriger de l'autre côté là pour révéler notre première tuile royaume, hein, ce qui nous octroierait en plus de nouveau de la gloire. Ah, il nous reste 2 points. Il nous reste 2 points de mouvement. On pourrait se diriger ici. Je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. On est juste à côté. On est juste à côté. En plus, on pourrait voir ce qui se cache derrière. Ça pourrait être intéressant, hein, même d'aller voir la tour de mage pour prendre un sort. Ok, donc on va prendre un point supplémentaire grâce à notre pouvoir de déplacement là. 2 plus 1. Hop, voilà, peu importe dans le sens. Alors, ici. Et donc, il nous faudrait encore 2 points de mouvement. Deux points de mouvement. Alors, l'inverse du rouge, c'est du bleu. Non, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on a un pouvoir de polarisation, il ne faut pas l'oublier, celui-ci. On pourrait jouer notre cristal. On peut faire attraction de mana aussi. Alors, attendez. Nous sommes à côté de la tour de mage. Alors, donc ce sont des mages de glace, si je ne me trompe pas également. C'est ça, mages de glace. Donc mages de glace, bon, bien sûr ils sont sur un site fortifié, ils ont une attaque de 5 de glace. Avec nos illusionnistes, il n'y a aucun souci, on peut totalement les bloquer. Et puis ensuite, donc, ils ont un bouclier de 6, hein, qui est quand même loin d'être négligeable. Éventuellement, si nous souhaitons, on aurait une attaque de 4 ici, mais il nous manquerait 2 points d'attaque. Donc on est un peu juste. Hein, on est un peu juste, surtout qu'il faut faire 3 points de mouvement. 3 points de mouvement, on les aurait ici, hein, sans problème. Mais une attaque de 4 n'est pas suffisante, malheureusement. Donc on ne peut pas aller s'attaquer à ces mages de glace, malheureusement. En tout cas, pas dans l'immédiat. Par contre, on va faire du mouvement. On va faire du mouvement. Il faudrait 2 points de mouvement.
Est-ce qu'on s'arrête là pour faire du cristal? Malheureusement, si je m'arrête là pour faire du cristal, si je m'arrête là pour faire du cristal, après j'ai plus d'autres capacités de mouvement. Ce qui serait bien dommage. Parce qu'après, ça serait que 2 points de mouvement, donc ça serait extrêmement limité. Ou alors on fait beaucoup de cristal. Et on attend sur cette case. Bon, écoutez, on va faire de la marche. On a un jeton or, utilisons-le. Ça fait déjà 4 points de mouvement. On révèle une nouvelle tuile qui va se placer juste ici. On va voir d'ailleurs hein, s'il y a peut-être une possibilité d'aller un petit peu plus loin et révéler justement à côté là. Ouf. Alors là, ça va être difficile. Ici, donc elle va être placée de cette manière-là. Nous avons une créature errante juste à côté de nous. C'est pas très sympa. Hop. Alors. Ah! Elles sont pénibles. Elles sont pénibles celles-ci. Des tirailleurs orques. Ouais, avec ces 2 attaques de 1. Ouais, ça peut faire vite de la blessure, hein, tout ça. Néanmoins, on a des illusionnistes hein, qui ont déjà une résistance physique. Donc ils pourraient déjà prendre au moins une attaque. Hein, ils ne peuvent pas être utilisés 2 fois pour prendre justement une attaque. Ok, bon, ils sont juste à côté de nous. Hein. Et puis derrière ces tirailleurs, ils gardent une tour de mage qui se trouve dans le désert. Très difficile d'accès de jour, mais totalement accessible de nuit. Voilà. Et puis un village hein, qui se dresse également ici. Alors l'idée, ça aurait été éventuellement également de couper par ici pour pouvoir révéler notre tuile royaume. Je crains que malheureusement nous puissions faire ça. Le mieux étant, je pense, de s'arrêter ici pour gagner du cristal. Et puis après de s'aventurer pour révéler, je dirais, une autre partie du royaume. Ouais, ok. Bon là, le paysage n'est pas simple. Déjà de ce côté ici, ça peut être compliqué de s'aventurer là. Surtout la nuit, ça va être très difficile. Ok. Et il nous reste 2 cartes. Il nous reste également 2 points de mouvement. Mais on va pas trop bouger, je pense. Hein. Par contre, on pourrait les provoquer. On peut les provoquer, oui, oui. Bah, je pense que c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va profiter de ça. Et en plus, on peut les tuer. Donc, nous allons provoquer ces créatures. Et donc, nous les attaquons. Ces tirailleurs orques. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ici, ils ont une attaque complètement absorbée par les illusionnistes. Une attaque de 1. Hein, pas besoin d'activer cette unité. Il nous reste une 2e attaque. Malheureusement, je n'ai pas envie de blesser une autre unité, donc nous allons prendre une carte blessure. Hein, c'est tout à fait acceptable de prendre une blessure. C'est totalement gérable, surtout avec Aritea. Je ne me fais pas de soucis pour elle. Ensuite, ils ont attaqué. Nous, maintenant, il faut faire 4 points d'attaque. 4 points d'attaque, tout simplement. Nous allons faire une attraction de mana. Et donc, on peut utiliser un dé supplémentaire de la source. Et donc, si ce dé est noir, on peut l'utiliser pour produire un jeton de mana de n'importe quelle couleur. Mais tout simplement, on va l'utiliser, vu qu'on a du rouge. Hein. Donc, on va prendre une rage boostée. Et donc, Aritea déferle toute sa rage sur ses tirailleurs. Et il meurt. Voilà. Donc, finalement, une belle attaque. Ça va nous faire gagner également, je dirais, de la réputation et de la gloire. Hein, pas énormément de gloire, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Donc, un point de réputation supplémentaire. Voilà. Et puis,
un point de gloire supplémentaire. 2 points de gloire, pardon. Hop, voilà. Ok. Et avant la fin de notre tour, donc oui, on a déjà utilisé quand même pas mal de dés de la source, le mana or. Et puis nous allons activer nos illusionnistes. Voilà. Qui nous permettront de gagner un cristal blanc dans notre inventaire. Et donc nous allons prendre encore un cristal blanc. Voilà, ce qui nous fait 2 cristaux blancs dans l'inventaire d'Aritea. C'est pas mal. Et donc il nous reste 2 cartes blessures en main. Nous n'avons plus de cartes dans notre deck. Voilà, on va tout simplement relancer les dés. Bon, c'est juste pour la relance, hein, tout simplement. On range toutes nos cartes utilisées, le mana utilisé. Voilà, hop, super. C'est au tour de nos Rovas. On finit proprement cette manche. Donc 1, 2 et 3. Et donc même si elle ne nous a pas pressé, hein, vous voyez, elle termine quasiment en même temps que nous, hein, finalement. Nous annonçons la fin de la manche, et donc c'est terminé. Nos Rovas également terminent, annoncent la fin de la manche. Voilà. Voilà cette première manche de ce scénario, donc la relique perdue. Pour le moment, on n'a pas encore révélé des parties du royaume qui révèlent des cités en ruine. Mais néanmoins, on a bien avancé, je trouve. Hein. On a très bien avancé, on a nettoyé les zones. Bon, on ne s'est pas trop préoccupé encore de sites fortifiés. On a à côté d'une tour qui peut être du tour de mage qui est peut-être pas inintéressante, mais qui pourrait nous coûter cher en attaque, hein, bien entendu. Et puis de nuit justement, les tours de mage là sont peut-être inaccessibles, hein, alors que cette partie-là serait un peu plus ouverte au niveau du désert. N'oublions pas quand même que nous avons terminé notre tour ici. Nous pouvons gagner, donc nous sommes sur une mine de cristal. Donc on peut gagner du vert ou du bleu. Et je pense que nous allons gagner du vert. Voilà, qui pourrait nous être utile. Donc voilà, donc Aritea, déjà à 3 cristaux pour le début de la prochaine manche, qui sera d'ailleurs la dernière sur ce scénario. Donc voilà, il va falloir découvrir encore du royaume, hein, encore quelques tuiles de royaume. On ne sait pas où se trouvent justement ces fameuses cités en ruine. Donc il va falloir certainement faire encore beaucoup de mouvements pendant la nuit. Hein. Et puis aller justement retrouver ces fameuses reliques perdues que le Conseil du Néant nous a pris en charge justement pour faire cette quête. Voilà, et bien je vous retrouve à très vite pour la suite de cette aventure. Ciao!